Chers collègues, bonjour. Donc, le flash ce matin se propose de discuter une étude qui voit si c'est vraiment le bon moment en milieu hospitalier que de normaliser vision graphique et de mettre tout le monde à 12-8. Donc, cette étude porte sur les outcomes de patients hospitalisés pour un motif non cardiaque et qui sont traités en paire hospitalier, soit IV, soit PEROS. Donc la prévalence de l'hypertension est extrêmement élevée puisque chez les plus de 60 ans, extramuros, on est à 2/3 de patients hypertendus et l'âge de nos patients étant élevé, on a vraiment, même si on n'a pas les chiffres, on sait qu'on est face à quelque chose de très fréquent. Alors traiter quand, comment, on n'a pas de recommandations fondées sur les preuves et les outcomes associés à une intensification du traitement antihypertenseur en milieu hospitalier sont peu étudiés. Je vous rappelle en 2016 un flash aussi que j'avais présenté là, qui était un peu similaire où on regardait l'urgence hypertensive, c'est-à-dire l'élévation isolée de la pression artérielle aux urgences sans atteinte d'organes. Fallait-il traiter, fallait-il hospitaliser, renvoyer à la maison? Et en fait, c'est la même équipe de Rodberg, la même clinique, Cleveland, et les mêmes méthodes. Et à cette époque-là, on concluait qu'il ne fallait pas, sur les événements cardiovasculaires à 7 jours et à 30 jours, s'acharner sur les chiffres et pas forcément hospitaliser les gens. On voit qu'on n'avait pas d'effet sur les événements cardiovasculaires et les hospitalisations toutes causes à 7 jours ou à 30 jours étaient plus élevées chez les patients qui avaient été hospitalisés. Alors on revient à cette étude, ce n'est pas tout à fait le même contexte puisque là tous les patients sont hospitalisés et on se demande si intensifier ou pas le traitement perhospitalier est le bon moment. Le contexte, donc aux États-Unis par exemple, on a 36 millions d'hospitalisations en 2018 avec une prévalence d'hypertension chez les sujets hospitalisés qui va jusqu'à 72%. On sait que le traitement intraveineux perhospitalier peut être associé à des hypotensions ou hospitalisations prolongées. Donc les buts de cette étude sont de quantifier la prévalence de l'hypertension perhospitalière, mais surtout d'analyser la réponse tensionnelle clinique intra-hospitalière et à la sortie qui est associée à l'intensification du traitement antihypertenseur chez des patients qui ont été hospitalisés pour un motif non cardiaque, mais on verra qu'après il y avait quand même des cardiopathies sous-jacentes. Et on va comparer les issues cardiovasculaires à court terme et à long terme suite à l'intensification du traitement antihypertenseur perhospitalier. Le type d'étude, donc, c'est une cohorte rétrospective qui va s'attacher à 10 hôpitaux à Cleveland avec 1 an de suivi. Et la statistique, c'est un modèle de propension matché qui va soigneusement intégrer toutes les données démographiques et de la pression artérielle et qui donne une sorte d'étude cas témoin rétrospective, si j'ose dire. Donc, les patients, l'inclusion des patients de plus de 18 ans hospitalisés en médecine et exclusion, donc le motif d'hospitalisation excluait la maladie cardiovasculaire, l'hospitalisation le mois précédent pour un AVC ou un syndrome coronarien aigu, la grossesse, et puis il y avait des bornes pour le séjour de moins de 2 ou plus de 14 jours. Les mesures, traitement aigu de l'hypertension, intraveineux ou une nouvelle classe antihypertensive introduite. L'outcome primaire était l'association entre le traitement aigu de l'hypertension perhospitalier et la survenue d'une insuffisance rénale aiguë, 1,5 fois la créatinine, d'un infarctus du myocarde ou d'un AVC en milieu intra-hospitalier. Les outcomes secondaires étaient l'AVC, l'infarctus du myocarde diagnostiqué 30 jours après la sortie et aussi un œil sur le contrôle de la pression artérielle 1 an après. Donc, voilà le dessin de l'étude, 35 618 patients admis dans un service de médecine, dont 36%, soit près de 13 000, ont été exclus sur la base de la durée du séjour ou du diagnostic. On se retrouve avec une cohorte finale de 22 800 patients hospitalisés pour un diagnostic non cardiaque, un âge moyen de 66 ans, plus de femmes, 57%, et plutôt des sujets blancs, 70%. Et parmi cette population, 78% avaient au moins une valeur de tension élevée lors de l'admission.
pour laquelle 33% ont reçu un nouveau traitement perhospitalier, le plus souvent PEROS, mais pour 26% des patients, un traitement intraveineux. Et le score de propension s'est attaché à 4520 patients traités, matchés avec des patients qui n'ont pas reçu une intensification du traitement perhospitalier. Donc les tables du JAMA sont toujours un peu touffues, mais sans détailler cela, la distribution des scores de propension et le calcul de différence des moyennes standardisées montrent la force du matching. Tout a bien été balancé pour faire court. Et pour faire encore plus court, on voit donc la cohorte complète sur les deux colonnes de gauche et les cohortes avec matchées pour le score de propension avec les comorbidités. On voit qu'on avait quand même 12% de fibrillation auriculaire, on avait quand même 13% de maladies coronariennes, un petit pourcentage de sténose carotidienne, environ 15% de patients avec des maladies rénales chroniques, etc. Donc on avait quand même des patients qui pouvaient avoir, si vous voulez, un substrat cardiovasculaire. Et puis en dessous, on voit aussi tout en bas les distributions de pression artérielle. Donc on a plutôt 30% d'hypertension de stade 1, on n'a regardé que la systolique, et environ 25% de stade 2, mais en fait, plus on allait vers des valeurs tensionnelles élevées, et moins il y avait de patients jusqu'à 210-219 de systolique. Voici les résultats. Donc à gauche, on a la cohorte non matchée, à droite, la cohorte matchée, ceux qui ont reçu le traitement et ceux qui n'ont pas eu d'intensification. Et on voit les issues cardiovasculaires, pour un motif non cardiaque, recevant ou pas ce traitement lors du séjour hospitalier. Et on voit que pour l'outcome composite qui comprenait les trois pathologies listées là, l'AVC, l'insuffisance rénale aiguë, l'infarctus du myocarde, en fait, les patients qui avaient reçu un traitement avaient plus souvent, 11% versus 8%, la survenue de l'outcome composite. Pour les AVC, ce n'est pas significatif parce qu'il y en a eu très peu, à peu près 2, 4. Pour l'insuffisance rénale aiguë et l'infarctus du myocarde, on retrouve cette observation, davantage de pathologies d'infarctus, 10% chez les patients qui ont eu le traitement antihypertenseur intensifié en perhospitalier versus ceux qui n'ont pas reçu, 8%, et idem, donc ça c'était l'insuffisance rénale aiguë, et idem pour l'infarctus du myocarde, davantage d'infarctus du myocarde perhospitalier pour les patients qui ont reçu une intensification du traitement. Là, on a regardé aussi les outcomes cardiovasculaires une fois sortis de l'hôpital et un mois après la sortie des patients, les patients qui avaient une majoration du traitement antihypertenseur avaient des taux similaires d'infarctus et d'AVC et à un an, on retrouve la même chose. Donc finalement, ça ne change rien sur les issues à la sortie. Une autre façon d'exprimer les résultats, ici on a les outcomes, on voit sur le graphique selon la voie d'administration, IV ou PEROS, et selon les fourchettes de pression artérielle initiale. Comme dit, pour l'AVC, on n'avait rien de significatif, mais très peu d'AVC. Et on voit sur le graphique B le risque d'infarctus du myocarde qui favorise l'absence de traitement, que le traitement soit IV ou PEROS. Et puis on voit aussi que pour des fourchettes, bon ça croise un peu pour 140, mais pour des fourchettes de pression artérielle, on n'a pas non plus d'avantage à donner un traitement perhospitalier. Donc un nouveau traitement antihypertenseur était positivement associé à l'infarctus du myocarde pour tous les intervalles de pression artérielle. On retrouve ça aussi pour le risque d'insuffisance rénale aiguë, vous voyez sur le graphique C, et sur le risque d'atteinte composite. Donc on a les odds ratios selon la voie d'administration du traitement dans les cohortes matchées. Il n'y a pas de différence selon le type de traitement IV et PEROS. Par contre, on n'a pas d'avantage pour les outcomes à vraiment s'attacher à normaliser la pression artérielle en milieu hospitalier. Les forces de cette étude, ce score de propension matchée a inclus un grand nombre de caractéristiques, je n'ai pas tout détaillé là, dont le diagnostic, mais surtout les phénotypes de pression artérielle, et c'était bien balancé entre les deux groupes. Et le message, c'est une force du message, on va dire, qui renforce l'importance du contrôle tensionnel
hors du milieu médical. Et ça met vraiment l'accent sur l'importance du suivi ambulatoire, sur le lien thérapeutique et le travail sur l'adhésion thérapeutique afin d'obtenir un contrôle extramuros de la pression artérielle. Bien sûr, il y a toujours des faiblesses dans ce type d'études, notamment dans la définition du traitement. On a exclu l'intensification de la dose, alors ce qui fait que l'effet délétère pourrait même être plus élevé encore, celui qui est associé au traitement. On a exclu des patients avec des maladies cardiovasculaires qui requièrent un traitement comme l'infarctus ou l'AVC, mais on a quand même inclus d'autres pathologies cardiaques, FA, insuffisance cardiaque, qui pourraient être traitées aussi avec des antihypertenseurs. Et puis d'autres différences non mesurées entre les traités et les non traités peuvent évidemment toujours confondre ce type de résultats dans ce type d'analyse. Donc les conclusions, en l'absence d'atteinte d'organes, l'intensification du traitement antihypertenseur, et j'ai souligné l'absence d'atteinte d'organes, on n'est pas dispensé de faire le travail, évidemment. S'il y a une atteinte d'organes, on est dans un autre contexte, et là on a des données. Mais l'intensification IV ou PEROS est associée à des taux plus élevés d'infarctus du myocarde et d'atteinte rénale aiguë, et puis n'améliore pas non plus le contrôle tensionnel les mois suivant la sortie du patient. Et on n'a pas décelé de seuil de pression auquel les patients auraient une meilleure évolution que les patients non traités. Donc, un constat humble, l'hypertension est fréquente en milieu hospitalier. Il y a beaucoup de facteurs, on va dire, inhospitaliers qui vont jouer un rôle. La douleur, les anti-inflammatoires, l'anxiété, la peur, la nausée, la température, les troubles du sommeil, la variabilité de la pression lors d'une maladie aiguë, et que le traitement conservateur est plutôt préconisé si on a fait bien sûr notre travail de déceler une atteinte d'organes. Et j'ai juste mis en dessous, en fait, il y a d'autres données qui vont dans ce sens. Une étude qui a regardé la prescription du traitement antihypertenseur à la sortie, et ceux qui avaient une majoration à la sortie avaient une augmentation de la réadmission hospitalière à 30 jours, et puis une autre étude qui montre aussi pour les hospitalisations non cardiaques que la majoration du traitement à la sortie était grevée de 50%, en fait plutôt 50% de ces patients avaient une hypertension contrôlée avant et ce n'était pas la peine de s'énerver. Donc il faut considérer un peu l'hôpital comme un endroit parfois inhospitalier avec une sorte de gigantesque effet blouse blanche qui doit un peu modérer notre enthousiasme à avoir des graphiques parfaitement alignés. Je vous remercie de votre attention.